Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. Sur haute instruction, ou encore, j'ai l'honneur de vous répercuter les hautes directives du chef de l'État. Sont là des expressions aujourd'hui familières pour plusieurs Camerounais et peut-être plus pour les membres du gouvernement qui reçoivent ces instructions du chef de l'État via le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Un pouvoir reconnu à Ferdinand Ngongo depuis le 5 février 2019. Un décret présidentiel signé ce jour-là par le président de la République accordait délégation permanente de signature au secrétaire général de la présidence de la République. Cette délégation intervient exactement un mois après l'entrée en fonction du gouvernement Joseph John Gouté du 4 janvier de la même année. La nouvelle équipe gouvernementale va se retrouver le 16 janvier 2019 autour du président de la République pour un conseil des ministres. Le tout premier du septennat des grandes opportunités. Depuis, plus aucun conseil de ministres ne s'est tenu. Pour certains observateurs avisés de la scène politique camerounaise, le président camerounais n'est guère un habitué de l'exercice. Tenez, entre 2012 et 2020, les membres du gouvernement ont eu la chance, entre guillemets, de se retrouver autour du président de la République seulement à 5 reprises. Le 27 novembre 2012, le 9 décembre 2014, le 15 octobre 2015, le 15 mars 2018 et le tout dernier, le 16 janvier 2019. 2013, 2016, 2017 et 2020 ont été des années sans pour certains membres du gouvernement. Jusqu'à un passé récent, Paul Biya se reposait sur Philémon Yan, son Premier ministre, qui faisait le point des activités gouvernementales régulièrement lors d'un conseil de cabinet. Chose rare depuis le 5 février 2019, car Paul Biya préfère sa courroie de transmission qu'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour que ses instructions parviennent à ses ministres. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Absence des conseils des ministres, gouvernance sur haute instruction. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Edouard Fauchivé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les Camerounais qui nous observent ce soir pour que nous apportons notre contribution à l'avancée de la démocratie camerounaise. Voilà, Edouard Fauchivé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Charles Dikam. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos téléspectateurs et bien entendu bonsoir à mes copanélistes. Voilà, à côté de vous, René Stéphane Ngoué. Bonsoir René. Bonsoir. Mais pourquoi le blanc aujourd'hui? Mais le blanc fait partie des couleurs bantou. Oui. Le blanc fait partie des couleurs de mon parti, l'Union des populations du Cameroun. Ah bon, il y a le blanc? Il y a le blanc. Tout à fait. Je croyais que c'est rouge et noir. Noir. C'est le fond qui est rouge. Oui. Le crabe est noir, Oui. mais en matière de charte graphique, Oui. le blanc fait partie des signalétiques de l'Union des populations du Cameroun. Voilà, vous avez compris, madame, monsieur René Et Stéphane. d'ailleurs, c'est avec le blanc que notre secrétaire général, Ruben Oumnobe, a intervenu à la tribune des Nations Unies pour revendiquer l'indépendance du Cameroun. Voilà, René Stéphane Goué, vous l'avez compris, de l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir, docteur Lujan Issoba. Bonsoir Serge Alotou, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui regardent l'émission. Permettez-moi de saluer avec gré si vous en avez gré, les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des téléspectateurs sur un sujet aussi sensible que les questions des délégations de pouvoir, les institutions, le mot ministériel, le président de la République et pourquoi pas le ministre secrétaire général de la présidence et le ministre des services du Premier ministre aussi. Voilà.
Edouard Fauchivé, vous avez l'honneur d'ouvrir cette émission. Pourquoi 2020, n'y a-t-il pas eu de conseil des ministres? Bon, vous savez, d'entrée de jeu, j'aurais préféré que ça soit le professeur Essomba, parce qu'il est d'ailleurs publiciste, donc il est mieux placé. Mais je dirais simplement que c'est une méthode de gouvernance. Oui. C'est une méthode de gouvernance. Il ne faut pas calquer. Vous savez, le drame de l'Afrique, c'est de dire que ce qui se passe aux États-Unis, il faut faire ça au Cameroun, etc. Non, je crois que... Et quand on est dans un régime semi-présidentiel, bon, Luçon vous le dira, le chef de file, le président de la République peut définir autour de lui ce qu'on appelle le pouvoir et permettre normalement, n'est-ce pas, à ses ministres de se déblayer sur le terrain. C'est pour ça tout de suite que je veux convoquer la force que nous connaissons tous autour du secrétaire général de la présidence de la République. Déjà, vous allez voir que dans certains pays, ils ne portent pas le grade de ministre d'État. Donc, ni de ministre. On dit secrétaire général à la présidence de la République. La particularité chez nous... Est-ce qu'il est membre du gouvernement? C'est pour ça que j'y suis. J'arrive. Voilà, parce que vos camarades nous ont dit sur ce plateau... Non. Ils ont même appelé le secrétaire général qui leur a dit qu'il n'est pas membre du gouvernement. Laissez venir. Oui, on vous écoute donc religieusement. Oui, c'est pour ça que je dis... Donc, si nous questionnons l'architecture gouvernementale, vous allez voir qu'il y a certains qui n'avaient que le titre de secrétaire général de la présidence de la République. Voilà. Après, vous allez voir, il y a certains qui ont été appelés ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Après, vous allez voir maintenant ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ça veut dire tout simplement que autour du président, le président veut localiser autour de lui une administration forte. Et c'est donc pour ça que le titre de ministre d'État est donné. Donc, ministre veut dire qu'il est membre du gouvernement. Donc, sous le Premier ministre. Nous pouvons le dire dans la cadre hiérarchique. On peut le dire ou c'est comme ça? Bien entendu que s'il y a un Premier ministre et qu'il y a un ministre d'État, ça veut dire qu'il est sous le Premier ministre. Ça, c'est bien. Mais la particularité de la présidence de la République est que cette administration est proche du président de la République, de cette proximité pour travailler en matière de gouvernement. Donc vous voyez que la différence entre ministre, secrétaire général de la présidence de la République et secrétaire général de la République est déjà définie. Donc là, le président de la République peut maintenant déléguer dans ces différentes fonctions pour qu'il s'approche du gouvernement afin de travailler. C'est une manière de gouverner. Mais la question maintenant, c'est que est-ce que cette manière dégage des valeurs ajoutées? Ça, on peut se questionner. Mais nous disons que c'est une manière normalement de gouverner, qu'on donne cette force au secrétaire général de la présidence de la République. C'est pour ça d'ailleurs que derrière vous parlez de la force. Vous avez dit le second par quoi? Oui, la gouvernance par haute instruction. Et c'est pour ça donc que quand il veut maintenant partir de la présidence vers la primature, il ne peut parler que de haute instruction parce que la hiérarchie gouvernementale, c'est le Premier ministre. Voilà ce que je peux dire. René Stéphane Goué, je vous ai lu entre 2012 et 2020, 5 fois seulement, 5 conseils des ministres. Est-ce que pour vous, vous avez un commentaire là-dessus? Mais ne pas se réunir, que le président ne se retrouve pas avec ses ministres, pour vous, est-ce que ça pose un problème? La véritable question, c'est à quoi sert un conseil de ministres? Justement. Le problème n'est pas de se réunir pour se réunir. Le problème n'est pas de faire un conseil de ministres, comme le disait le cadre du RDPC, mon grand frère Fauchivé. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose des vraies questions. Est-ce qu'un conseil de ministres est efficace dans le système gouvernemental mis en place par le RDPC que nous décrions? Nous pensons non. Il faut à toute chose donner son contenu, sa valeur et son incidence sur les populations qui sont des véritables détenteurs de pouvoir. Moi, je pense que le système de pratique du gouvernement que le RDPC a mis en place avec une multitude de délégations de pouvoir est inefficace. De surcroît,
le conseil des ministres. Le conseil des ministres sert à quoi? C'est la véritable interrogation que nous devons nous avoir. Parce que pour qu'on se pose la question pourquoi le président ne vient pas au conseil des ministres. Si le conseil des ministres sert à donner des instructions au ministre, il a plusieurs canaux pour donner des instructions au ministre. Il a le canal du premier ministre, il a le canal du secrétaire général, la présidente, parfois c'est le directeur du cabinet. Il y a un tel cafouillage que nous, qui revendiquons une nouvelle gouvernance, nous ne pouvons pas nous asseoir sur un plateau de télévision et revendiquer un conseil de ministres à partir du moment où nous observons son inefficacité et sa non-objectivité par rapport aux incidences que nous souhaitons pour nos populations. C'est votre avis, Jean Dicam? Conseil des ministres? Je ne sais pas si je n'ai pas bien compris le propos de mon copanéliste, mais oui. Quand il parle de sa non-efficacité, pour que ce ne soit pas efficace, il faut que ça ait lieu. Voilà, je pense que déjà... Voilà, donc il n'y a pas de conseil des ministres, donc on ne peut même pas juger de son efficacité ou de son inefficacité. Ce que je voudrais dire, c'est que sous d'autres cieux, puisque c'est à géométrie variable, il y a certains jours où on aime bien prendre, certains jours où on aime laisser, mais en majorité, en grande majorité, démocratie ou semblant comme chez nous, partout ailleurs, il y a des conseils de ministres. Le conseil des ministres est supposé servir à quoi? Est supposé servir d'abord parce qu'il y a un contact physique, humain, entre celui qui mène le bateau et ceux qu'il a délégués dans les différents départements ministériels. De deux, mais le suivi des dossiers. Monsieur Essomba, vous m'avez parlé il y a 15 jours du pont du barrage de Memvele. Mais il me revient, où en êtes-vous? Le monsieur s'exprime lui-même. Même Covid. Peut-être que nous ne serions pas en train de chercher 180 milliards aujourd'hui. On ne serait pas en train de les chercher. Je veux dire, de la même manière qu'on parle d'absence de conseil des ministres, il faut parler de l'absence du chef de l'État lui-même, qui ne suit pas ce qu'il implémente. Dans les autres pays, vous voyez, écoutez, pourquoi aller ailleurs? Son prédécesseur, moi j'étais encore un jeune garçon, je l'ai vu au moins 20 fois, moi. Et je n'avais pas 14 ans. Parce qu'il était à Douala tout le temps, il venait suivre les projets, il s'inquiétait de savoir pourquoi telle chose n'avance pas, où on est, tel projet pour lequel on a investi tant, et les délais se rapprochent. Et ça faisait quand même que les collaborateurs se sentaient suivis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les différents canaux que vous avez évoqués là, on ne sait plus qui fait quoi. On ne sait plus qui fait quoi. Mais surtout, lui, il est absent. S'il était descendu 2 ou 3 fois au stade qui est supposé porter son nom, il se serait rendu compte que ce stade n'avance pas. Et c'est lui l'ingénieur? Il n'est pas l'ingénieur, mais c'est lui qui l'a commandité. Il l'a commandité en notre nom. Et il le paye avec nos impôts. Aujourd'hui, nous le payons chèrement. Monsieur Fauchivé, souffrez s'il vous plaît de m'écouter jusqu'au bout. Vous aurez la parole, je pense. Voilà. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de ne pas être... Alors, vous, la maison que vous avez construite, vous n'y êtes jamais allé. Non, je vous demande, vous n'êtes pas ingénieur. C'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, voilà. Mais vous voyez que le parallélisme des formes fait que votre remarque n'a pas de sens. C'est pas parce qu'il y a un ingénieur que pour autant, on ne va pas contrôler l'ingénieur. Que l'ingénieur lui-même ne doit pas se sentir suivi. Et c'est le problème du Cameroun aujourd'hui. Tous les problèmes que nous avons, on en est arrivé hier, même à nos enfants. Même à nos enfants, monsieur Fauchivé. Vous êtes arrivé même à ça, cet exploit-là. Hein, qu'on remette même en question des examens, parce qu'il y a une ministre qui ne sait même pas ce qu'on va donner aux enfants. Tout ça, c'est le suivi. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison, monsieur Fauchivé. Si vous vous contentez de déposer de l'argent le matin et de partir, ben vous avez la surprise de vous rendre compte à 16 ans que votre gosse est drogué. Parce que vous ne le côtoyez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait de ses journées, de ses heures, de ses heures libres. Je veux dire, on n'a rien inventé. Si nous avions inventé quelque chose, ça se saurait. Malheureusement, on s'illustre toujours par de mauvais exemples. Et je suis d'accord avec mon voisin, ce n'est pas un conseil des ministres pour un conseil des ministres, mais un conseil des ministres avec un contenu et avec... on avait parlé de feuilles de route. Monsieur Fauchivé, qu'est-ce qu'il en est? Des feuilles de route. Qu'est-ce qu'il en est des feuilles de route? Rien du tout, zéro pointé. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que... moi, je rêve d'un plateau où nous nous réjouirons d'une réussite. Malheureusement, nous ne faisons que constater des échecs. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà, docteur Lucien Essomba, justement, c'est un sujet que vous aimez bien. Très bien. Conseil des ministres. Ah non, il va nous édifier. Ouais, parce que... Conseil des ministres. Je vous ai lu, hein, entre 2012 et 2020, 5 conseils seulement. Est-ce que c'est pour vous, dans un pays, est-ce que c'est...
On peut imaginer ça dans une autre... J'ai oublié de dire, Serge Alain, qu'il y a eu des ministres qui ont été nommés, qui sont partis sans jamais le rencontrer. Bien entendu. Voilà. Serge Alain, vous permettez que je plonge dans l'histoire pour qu'on se comprenne bien. Le Conseil des ministres naît en 1957 avec l'institution du Premier ministre, l'institution primo-ministérielle. Il disparaît en 1961 et réapparaît en 1975 avec justement Paul Biya comme Premier ministre. Et depuis lors, on se rend compte qu'en revisitant, d'ailleurs, ce conseil qui naît en France en 1814, vous savez, on aime bien faire la comparaison. Et bien entendu, quand on prend l'institution générale du 4 juin 1998, en son article 8, cette institution dit ceci. Le Conseil des ministres est une instance coutumière dont la consultation est facultative et qui n'a aucun effet sur les décisions du président de la République, c'est-à-dire sur la validité des actes présidentiels. Et ce décret, cette institution se poursuit en indiquant qu'ils prennent part le Premier ministre, tous les membres du gouvernement et éventuellement, enfin, tous les membres du gouvernement et les 2 secrétaires généraux de la présidence et de la primature. Et éventuellement... Ça, c'est quand il ne portait pas encore le titre de ministre d'État. Voilà, bien entendu. Et il est fait précision de ce que peut également, par surconvocation express, prendre part les secrétaires d'État, selon un ordre du jour bien déterminé. On poursuit donc en indiquant que le Conseil des ministres a donc ceci de particulier, toujours en fonction de la loi, que c'est une instance de coordination au sommet qui permet la coordination, qui permet d'abord la consultation et la concertation des grandes et des délibérations, voilà, des grands dossiers qui minent l'État. Voilà les prérogatives prévues dans l'instruction générale sur l'organisation du travail gouvernemental. Alors, on se rend à partir de là que, contrairement au président Ahidjo, Paul Biya, Ahidjo en tenait 2 fois l'an. C'est-à-dire que par an, il tenait 2 fois. Et l'instruction générale dit que la tenue du Conseil des ministres est périodique. Alors, dans la périodicité, on ne nous fixe pas si c'est après 6 mois, si c'est après 2 mois, si c'est après 4 mois. Donc, on dit simplement, elle est la tenue après 5 ans. Voilà, elle est périodique. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate dans le fonctionnement réel de cette institution? On se rend compte que la tenue des conseils des ministres tient sur 2 éléments majeurs au Cameroun. Soit quand le président de la République vient de former nouvellement un gouvernement, voilà. Et comme le disait Odile Togono, il a fait en 2019 pour une prise de contact avec les nouveaux élus. C'est ce qu'il a fait en 2019. Et soit lorsque l'État est frappé par un mouvement d'humeur, comme on l'a vu en 2008, où on avait qualifié des moments de crise ou de crise d'éléments de famine, une crise de famine, voilà, on se rend compte que lors de ces 2 mouvements-là, on se rend compte que c'est les occasions où plus que jamais le président convoque un conseil des ministres. Alors on se rend bien compte que même dans la tenue de ce conseil des ministres, cette institution devient une institution d'enregistrement parce que seul parle le président de la République. Et quand les sujets sont pointus, un peu comme on l'a vu pour la CAN, il peut céder la parole au ministre, comme on l'a vu la dernière fois. Et vous savez, ce qui est encore particulier dans le Conseil des ministres au Cameroun, c'est que cela ne tient que le temps de ce que veulent les roses pour un espace matinal. C'est-à-dire que dès que le président de la République a parlé, très bien, on se rend compte que les ministres ont noté et à partir de là, ils se séparent. Or, bien entendu, le Conseil des ministres, M. Serge Alotou, devait être l'instance où plus que jamais sont posés tous les problèmes qui minent l'État à un moment donné, un peu comme la crise sanitaire sur le Covid. Ouais. J'imagine que si les ministres avaient regardé face to face le président de la République lors d'un conseil des ministres, j'imagine que ce scandale sur le Covid n'aurait pas existé. Et vous savez, le décret du 4 mai 1992 est clair, qui précise les attributions du Premier ministre. Le président de la République peut déléguer la présidence du Conseil des ministres au Premier ministre, selon un agenda bien précis. Et à partir de là, le constat est clair. C'est que depuis 1982, que le président Paul Biya à la magistrature suprême, il n'a jamais délégué cette présidence au Premier ministre. On se rend bien compte, en conclusion, que c'est une chasse jalousement, j'allais même dire vigoureusement, suivant mon regard, gardée du président de la République, qui ne peut pas... Alors, dans un contexte comme celui-ci, c'est vrai, on peut se rendre compte que le Premier ministre peut tenir
des conseils de cabinet ou des réunions interministérielles. D'ailleurs, c'est ce qui se fait tous les mois. Mais dans une société normale qui fonctionne, où le président de la République garde un regard vif sur le fonctionnement de l'État, la tenue d'un conseil des ministres est irrécusable. Au Mali, j'allais dire au Mali, je pars au Gabon. Oui. Ali Bongo tient chaque fin de mois un conseil des ministres. Vous voyez, donc ça devient une instance de coordination. Parfois même c'est tournant. Voilà, ça devient donc une instance de coordination et une instance où le président de la République, avec les autres ministres, peuvent donc décider de prendre des prescriptions qui encadrent la vie de l'État. Donc voilà sur le plan technique et sur le plan juridique l'importance d'un conseil des ministres au pays. Mais comme on a dit tout à l'heure, le contenu, la loi dit c'est une institution coutumière de consultation facultative. Dans le président de la République, peut-être ce qui peut justifier cela, qu'il peut ou ne pas convoquer, mais nous pensons que pour éviter les questions qu'on a posées tout à l'heure, des vides où on voit un vide qui fait donc monter en puissance l'homme de confiance du président de la République, qui est le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'il faut dire, entre ces deux personnalités, le Premier ministre est le premier collaborateur et le premier délégataire des pouvoirs du constitutionnel. Or, le ministre secrétaire général de la présidence de la République est l'homme de confiance. Et voilà donc où se jouent les cartes entre l'homme de confiance et le premier collaborateur. Voilà la constitution. L'homme de confiance, on sait où il finit chez nous. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. À force d'avoir trop de confiance. La seule chose qu'il n'a pas osé déléguer, j'ai craint le 19 mai au soir, il n'a pas osé déléguer son discours. Il n'y en a pas eu. Non, ce qui se passe en réalité dans le Conseil, c'est que les hommes de confiance sont proches du pouvoir et ils ont la sensation d'être près du pouvoir. Ouais. Suivez la logique. Voilà, tout à fait. Edouard Fossivé, vous avez dit, le président, il a certes le secrétaire général à côté de lui, mais est-ce que les instructions qui viennent, comme j'ai dit, sur haute instruction et haute directive du chef de l'État, est-ce que l'impact est le même lorsque c'est le président qui s'adresse de façon directe à ses ministres? Non, l'impact n'est pas le même, il faut être clair. Mais je crois que nous sommes tombés d'accord déjà au premier tour que, et le spécialiste l'a dit, donc c'est une donnée facultative. Et parce qu'il ne faut pas mettre ça dans un sens de gouvernance. Il faut bien que vos téléspectateurs comprennent. Parce que quand Djikama semblait faire comme si c'était du tic au tac, il n'y a pas de il faut là-dedans. Donc, c'est un système de gouvernance. Et maintenant, la question que vous posez trouve sa pleine signification. C'est-à-dire, donc, de donner les directives qui passent par son secrétaire général peut créer, donc, maintenant, ce phénomène de sensation de super pouvoir. D'ailleurs, on l'a toujours dit que le secrétaire général de la présidence était le vice-dieu. Rappelez-vous. Mais, en réalité, quand on a ce genre de gouvernance, la force vient au niveau du cabinet. Donc, les réunions de cabinet, par rapport à ce que le spécialiste a dit, où il y a cette coordination et cet échange. Bien entendu que le secrétaire général de la présidence devient invisible, parce que tout est préparé à l'avance. Si on a besoin de l'avis donc du chef de l'exécutif, ceci est donné pour que lors des échanges au niveau du cabinet, que ceci soit dit. Mais comme vous venez de le dire, si ça vient directement, et d'ailleurs ceci est clair, quand une énergie vient de la source, elle est puissante, mais quand une énergie vient séquencée, elle n'est pas puissante, donc c'est une loi physique. Et c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut dire, pour que les autres comprennent, c'est que quand bien même il y a autour du président de la République, tous ces ministres, c'est difficile, comme il lui-même a dit, qu'il y ait 2-3 ministres qui discutent. Même lors de réunions, lors de conseils de cabinet, au niveau de la primature, il n'y a pas 2 ministres. Nous pouvons dire, si par exemple, à la fin de ce mois, il y a par exemple une réunion de cabinet, c'est sûr que le ministre Mouele Kombi va parler, parce que l'actualité est de taille. Vous allez lui donner la parole, c'est juste. Suivez-moi. Je dis, c'est un thème d'actualité. Je dis bien, s'il y a un conseil de ministres, parce qu'il y a la CAN qui se prépare, ça veut dire qu'on peut lui dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On peut dire. On lui dit, mais il ne doit pas parler. Hein. On lui dit, vous allez faire ceci. Non.
Non, il y a d'abord des échanges. On l'écoute, hein. Bien sûr. Docteur Lison Isomba dit qu'il y a le président seul qui parle. Non, je suis au cabinet. Vous êtes conseil vous ne suivez pas. Lui, au Premier ministère. Oui. Vous ne suivez pas. L'actualité, Même si c'est le même sport. je suis au niveau du Premier ministre. Et même s'il y avait conseil ministériel au niveau de la présidence de la République, l'actualité, voilà, il a pris la parole. On lui a donné. Est-ce qu'on lui a donné la parole? Oui, le président lui a donné la parole. Ok. Parce que vous avez semblé dire, docteur Lison, que... Non, il n'a pas dit ça. J'ai indiqué que selon l'actualité qui mine la société à un moment donné, on peut donner la parole. Et je dis donc que ça soit à la présidence ou à la primature, aujourd'hui, on aurait pu écouter avec beaucoup de pression le ministre de Sport, le ministre de l'Éducation. Vous comprenez donc pourquoi on revendique un conseil de ministres en ce moment-ci? Mais comprenez, et vous allez encore aller contre ce que le spécialiste vient de dire. Ce n'est pas... on a une pandémie qui a secoué le monde et le Cameroun. Vous comprenez donc pourquoi il n'y a pas de conseil de ministres? Mais surtout, ce n'est pas au niveau du conseil de ministres. Suivez bien, les décisions présidentielles, le conseil de ministres n'impacte pas les décisions présidentielles. On est d'accord. Quand on a dit ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, le président n'a pas besoin du conseil des ministres pour prendre des décisions. Mais c'est une technique de coordination et qui peut aujourd'hui se diluer. Et nous l'avons dit, c'est dilué à travers soit son secrétaire général ou son premier ministre. Ne cherchez pas. Et j'ai horreur de voir que ça se passe en France comme ça. J'ai horreur de ça. Le principe aujourd'hui, c'est que, et là je suis d'accord. Comme il a dit, vous refusez certains exemples. Non, vous savez, je ne suis pas ce Camerounais qui voit une ligne droite. C'est difficile de voir une ligne droite. Ça dépend de l'œil et de la règle qui a tracé. Oui. Donc, quand on avait vu le SDF arriver avec enthousiasme, et à un moment donné, c'est dilué. On a vu le MRC qui bavarde aujourd'hui. Le BUC les a complètement fait changer. Vous continuez d'aider le SDF à se diluer. Le principe de gouvernance, c'est il ne s'est pas dilué tout seul. Gérer la chose publique et gérer un cabane, c'est deux choses différentes. Donc, il faut faire très attention. Mais quand on gère mal la chose publique, il faut pouvoir le reconnaître. L'efficacité de ce mode de gouvernance, c'est donc où? C'est ça le problème. Charles, permettez. La question maintenant qu'il faut se poser, et c'est là où je suis d'accord avec René, c'est que la donne d'efficacité, et donc on peut s'interroger. Et qui peut donc s'interroger? Ce sont donc les différents départements ministériels. Parce que nous, au niveau de la base, nous qui consommons dans cette notion de gouvernance, on peut se plaindre ici parce que peut-être ça n'arrive pas. Mais au niveau des départements, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, il a pris le cas du sport. Et il a dit le président n'est pas allé. Montrez-moi un président qui va à l'hôpital discuter avec des trucs pour dire, par exemple, que vous n'avez pas le taux, par exemple, de trucs de Covid, ceci. Non, je n'ai jamais vu. C'est pas, le président de la République n'est pas, c'est pas un chef de service. Et je comprends M. Djikam. M. Djikam n'est pas dans ce qu'on appelle... Vous êtes dans le logiciel de la déification et il fait tout pour qu'on le prenne pour un dieu. Il apparaît de temps en temps comme un ange qui sortit du ciel. Le cercle de ce qu'on appelle le management. Même un directeur général d'une société ne va pas discuter avec un chef de service. Chacun a son niveau. Le président de la République ne peut pas aller se mettre au stade à Olembe pour dire, par exemple, que pourquoi les gazons, c'est pas comme ça. C'est pas, il faut faire très attention avec, ce n'est pas le système de même un directeur général ne descend pas pour dire pourquoi les bouteilles d'eau, pourquoi vous avez acheté ceci au lieu d'acheter ça que ça marche si bien chez nous. Non, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans le cercle de pouvoir. Non, vous avez été directeur général, je dis c'est pour ça que ça marche si bien. J'y suis encore directeur général, donc n'entrez pas là-dedans. Je dis c'est pour ça que nos sociétés marchent si bien. Et je chute donc dit que c'est bien beau quand on est hors du système. À imiter le roi. C'est très bien. Quand on est hors du système, on peut poser toutes les conditions. Mais quand on est dans le système, on comprend. Un président de la République n'est pas un chef de service et n'est pas un ministre. Excuse facile. Le travail de ministre, c'est aller jusqu'au fond. Même un ministre vous dira, je ne suis pas directeur de route. Quand on va lui dire, par exemple, la route de Yabassi n'est pas faite, il vous dira, je ne suis pas directeur de route. Mais il ne dira pas ça au président de la République. Il lui répondra.
Il va nous dire ça à nous, mais il ne dira pas ça au président de la République. Qu'est-ce que finalement... Non, mais je suis en train de montrer l'échelle. Non. Je vous montre l'échelle de gouvernance. Pour vous dire que quand bien même le ministre des Travaux publics, la route de Yabassi n'est pas faite, quand il descend pour constater, il ne discute pas parce que c'est le directeur de route, c'est son travail. Et quand le directeur de route descend... Qu'est-ce qu'on a vu Ngannou Messi faire ici? Je vous demande, qu'est-ce qu'on a vu le ministre Ngannou Messi faire ici? Découvrir qu'une société chinoise était sous-traitante, il ne la connaissait pas. Qu'est-ce qu'on l'a vu faire? Ben oui, mais le pire, c'est que les exemples sont là. Vous prenez les exemples. Je suis dans un cas général, mon cher ami. Oui. Et donc, quand bien même le directeur de route va constater, c'est pas lui l'ingénieur, il n'est pas fait pour faire les routes. On va interroger l'efficacité de ce mode de gouvernance par la suite du débat. Charles, permettez à Edouard Fauchivet d'aller jusqu'au bout. Moi, je vous ai dit ici, quand on discute dans ce genre de système, il faut se poser la question si on a eu la chance de manager. C'est la différence entre lui et moi. Moi, je suis manager et je le fais. J'ai des gens derrière moi, au moins 200. Parce que lui n'a même pas 2 personnes qui disent. Il faut faire très attention. Edouard, ne t'égare pas. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, vous confondez la fonction du président de la République avec la fonction d'un chef de parti. C'est différent. Je m'arrête là. Ok. D'abord, Charles, vous non. D'abord, René Stéphane. Oui, je souhaite clarifier quelque chose où je n'ai pas semblé avoir été compris par M. Ndikam. Il ne comprend jamais. Mais il disait qu'il n'a pas compris quand je parle d'inefficacité. Je n'ai pas dit que c'est le Conseil des ministres qui est inefficace. J'ai dit c'est le management gouvernemental qui est inefficace. C'est là précisé. Moi, je pense que j'ai l'habitude de dire sur votre plateau, Serge Alain, que je ne souhaite pas qu'on transforme notre pays en un champ de lamentation. La dénonciation, ça fait 60 ans, 70 ans que ça dure. Il faut aujourd'hui qu'on passe à une étape de proposition, de suggestion, de collaboration. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on écoute le docteur avec sa technicité, son expertise telle qu'il vient de faire sur le plateau, il est de bon sens de se dire notre problème, ce n'est pas le Conseil des ministres. Notre problème, c'est les pratiques gouvernementales que nous remettons en cause. Moi, je suis de ceux qui disent aujourd'hui que le véritable problème que nous avons, c'est même la communication gouvernementale. Lorsqu'on fait lecture d'un événement, dans votre métier, vous avez l'art de dire les faits sont sacrés, le commentaire libre. Alors, lorsqu'on fait la lecture d'un événement, il faut qu'on se mette dans un prisme. Et de par ce prisme, on peut avoir une analyse concrète. Objectif. Le véritable problème du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il y a une cacophonie, un amateurisme où on n'arrive même pas à savoir qui fait quoi, comment ça s'est fait, à quel moment. Parce qu'on parle de conseil de ministres. Après la lecture de la note du docteur tout à l'heure, on se rend compte que c'est même quelque chose de facultatif. Alors, pourquoi on peut passer 2 heures de temps dans une chaîne de télévision à parler de quelque chose qui est facultatif? Il est de bon ton qu'on se dise, alors, et là où je ne suis pas aussi d'accord avec mon grand frère Fauchivet, quand il dit que le président de la République ne devait pas faire des descentes sur le terrain. En matière de management de projet... Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas des descentes. Voilà. Il dit que sa gouvernance, ce n'est pas parce qu'il est descendu. C'est ça que je voulais dire. Il n'est jamais descendu, c'est ça le problème, Edouard. Permettez, docteur et moi, on ne fait que vous écouter ce soir. Permettez que nous vous volons quelques minutes. Alors, je disais tantôt, en matière de management de projet, dont je sais que mon grand frère, M. Fauchivet, est un spécialiste, un projet qui n'a pas un champion n'est pas un projet. Tout à fait. Et le champion de Cameroun, c'est le président de la République. Nous avons un système avec une forte concertation de pouvoir entre les mains du président de la République. Nous voyons d'ailleurs des ministres qui osent dire à un premier ministre « Je ne tiens pas mes instructions de toi ». Alors, avec même cette pratique entre le secrétariat général et la primature, on se rend compte que le véritable champion, c'est le président de la République. À ce titre... Et vous venez de décrire une situation, vous croyez qu'elle peut se résoudre dans quel cadre?
Ou un ministre dit au Premier ministre que on peut résoudre ce genre de situation où? Mais en remettant en cause les pratiques actuelles, les délégations de signature actuelles. Moi, je ne ferais pas, si j'étais président de la République, je ne ferais pas d'un secrétaire général ma courroie de transmission entre mon Premier ministre et moi. Voilà. Donc, c'est là où l'Union des populations... J'ai justement voulu vous poser cette question. Il y a le secrétaire général, comme a dit le ministre d'État, qui est l'homme de confiance. Et de l'autre côté, on a le Premier ministre reconnu comme constitutionnel. On ne gère pas un pays avec la confiance. Oui. On gère un pays avec les institutions et les lois de la République. Voilà. Donc si c'est le Premier ministre, qui est chargé de suivre l'action gouvernementale, on ne peut pas faire assumer au secrétaire général l'action gouvernementale. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis, en passant... Dans la gestion des projets a un champion, c'est-à-dire qu'un chef de projet qui mène les projets. En même temps, il y a des deadlines, il y a des moyens, il y a des parties prenantes que nous, les populations, nous regardons. Donc, quand on n'a pas de lecture, qui est notre champion? Quels sont les deadlines? Passons pas d'un conseil de ministres qui peut se réunir au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Là où il y a des conseils ministériels, ça a une périodicité bien déterminée. Donc, moi, je ne peux pas lire l'action gouvernementale à travers le Conseil des ministres. Je lis l'action gouvernementale et pour le décrier, pour dire que rien ne marche. Covid vient encore de nous démontrer que nous sommes dans un pays de je m'en foutaise, où même la vie des citoyens ne compte pas. La canne, donc j'appelle de tous mes voeux. Et donc, je suis particulièrement gêné en tant qu'acteur de cet événement, oui, de venir dire ici que ça nous a mobilisés pendant plus de 6 ans, oui, ça nous a englouti des milliards de francs CFA. Pour quelle communication? Pour que le ministre vienne nous dire tout est au rose. Nous voulons quand même un champion qui nous dise voilà, tel star nous a coûté tel montant, il a été conçu par tel, le projet a été piloté par tel, voilà à l'étape projet où nous sommes, voilà ce qui nous reste à faire, etc. etc. Et qu'il soit accountable en face des populations que nous sommes. Donc en un mot comme en mille, moi je me répète peut-être, le Conseil des ministres ce n'est que dalle. Je dis, la gestion gouvernementale est une cacophonie, la communication est ratée et en même temps, on n'a pas de grille de lecture efficace pour savoir que aujourd'hui, on peut interroger tel ou tel. Vous voyez, on prend aujourd'hui comme grille de lecture un audit fait par une institution. Cette institution fait son analyse à partir d'un document qui ne fait pas force de loi. On est dans une situation exceptionnelle lorsque Covid arrive au Cameroun. Quelqu'un s'assoit, détermine que les masques vont coûter 2 millions. En matière de management, mon directeur général peut me dire achète la voiture à 6 millions et que je vais dans une structure qui vend les voitures, je me retrouve dans une situation où je dois, pour ce que je dois faire, la voiture de 6 millions n'est pas adaptée. Comment je fais pour réaménager mon budget, etc. etc. Donc c'est trop facile de venir lire un audit où quelqu'un dit oui, on a pris ceci, on n'a pas vu ceci. Non, nous voulons aujourd'hui que le chef de l'État, qui est arrivé à l'âge de la sagesse, parce que les Européens parlent de l'âge de la raison, quand des adultes comme nous parlent. Mais quand on arrive à l'âge de notre chef de l'État, chez les Bantous, c'est l'âge de la sagesse. On n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur des critiques, on n'a plus peur de la puissance coloniale, on n'a plus peur de l'opposition parce qu'on a vu des murs et des pas murs. On est donc en droit de dire, de faire le salut. Même si on a commis des erreurs de jeunesse, même si on a commis des erreurs de... Donc c'est à ce niveau que nous interpellons à chaque fois notre chef de l'État que maintenant, à l'âge de la sagesse, il faut qu'il frappe la main sur la table, qu'il donne une visibilité. Il nous a dit à Radio Mont Carlos qu'il veut qu'on se souvienne de lui comme l'homme qui a laissé la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement le multipartisme. La démocratie, c'est aussi laisser un pays où on peut sanctionner un gestionnaire. Ok. Voilà, docteur Lujan Issomba, vous avez dit, je reviens sur le terme facultatif. Vous l'avez dit, le président Idjo tenait, vous l'avez dit, tous les 6 mois. Donc pour lui, c'était semestriel. Oui, okay. Justement. Pour le président Biya, c'est une fois, parfois tous les 2 ans. Parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des situations qui, de manière automatique, n'auraient pas poussé le président de la République à convoquer un conseil de ministres?
Bien entendu, au-delà du fait facultatif, relevons quand même que le Cameroun a traversé des moments très difficiles. Oui. Il fallait que le président de la République puisse tenir ses conseils pour essayer d'harmoniser d'abord et de coordonner au sommet l'action gouvernementale. Vous savez, Stéphane a relevé la cacophonie. Hein, oui, vous savez, ces problèmes ne devraient même pas se poser, la tenue de ce conseil des ministres ne devrait pas se poser si les deux principes que j'aime rappeler ici, qui instituent le gouvernement, c'est-à-dire le principe de collégialité et de solidarité gouvernementale. Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, la solidarité ne se divise pas et ne se présume non plus pas. Ça veut donc dire que si ces deux éléments étaient coordonnés, c'est-à-dire qu'une action gouvernementale coordonnée, de manière à ce que les deux principes que nous avons évoqués, collégialité et solidarité, sont mis ensemble, on ne devrait pas vivre cette cacophonie. Et bien évidemment, le test est clair. Le président n'est pas obligé et n'est pas tenu de convoquer un conseil des ministres. C'est-à-dire que c'est une option facultative. Mais on dit quand même que tout n'est pas dit dans les tests. Tout peut aussi relever de la pratique. Exactement. La pratique voudrait aussi que quand le Cameroun traverse un moment difficile, et comme je l'ai dit tout à l'heure, observez bien, en dehors du fait que un gouvernement nouveau venait d'être formé, où le président voudrait quand même prendre la tâche avec quelques visages, il convoque un conseil des ministres quand c'est un nouveau gouvernement mis en place. Mais vous avez vu qu'en 2008, à la suite de la crise dite de la faim, il a convoqué un conseil des ministres. Donc c'est pour dire quoi? L'observation empirique nous laisse croire que, en fait, il n'y a que deux moments lors desquels le président peut convoquer un conseil des ministres. La formation d'un nouveau gouvernement ou un effet majeur qui touche, qui peut-être porte atteinte à l'ordre public. Mais on a eu... Seulement l'ordre public. On a eu... Et Covid... Oui, c'est ce que j'ai dit. J'en viens. On a eu le cas du Covid qui est intervenu. Je crois que ça devait être une occasion plus que jamais. Quand on a eu les 180 milliards, vous savez qu'on en a encore bénéficié. On nous a encore fait confiance. On nous a ajouté, je crois, ces 50 milliards. Ça veut donc dire que dès lors que cet argent du FMI a été injecté, je pense que le président de la République devrait convoquer un conseil des ministres pour justement leur prescrire la tenue ou l'attitude à suivre. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ces dérapages que nous vivons, je pense que ça part aussi du fait que les gens n'ont pas la possibilité de visu de voir le président. Il y a des ministres qui sont nommés, ils y font 10 ans, ils en repartent sans avoir eu l'occasion de voir de visu le président. Donc moi je pense que... Même le 20 mai. S'ils sont très éloignés. Ils sont très éloignés. Ça c'est pas comme s'ils étaient autour d'une table. Ils sont très éloignés. Alors, mais justement, Louison, je voulais convoquer la personne elle-même du président de la République, Paul Biya. Ça rentre dans sa manière à lui de faire, en tout. Mais regarde, la dernière élection présidentielle, 6 minutes ou 7 minutes à l'extrême nord, là. Oui, et c'est tout. Campagne présidentielle. Non, c'est pour vous dire que, en fait, je crois qu'il a un problème de, comment dirais-je, de tactile avec les gens. Je sais pas. Il faut qu'on le voit comme l'image de Mobutu dans les nuages. Je sais pas. C'est très aérien. Très aérien. C'est déjà lié à la personne. François Mattei qui disait que Paul Biya est l'homme le plus énigmatique. Il entretient. C'est une manière de gouverner. C'est ce qui se passe. Pour quel résultat, Edouard? C'est une manière de gouverner. Je suis d'accord avec toi, Edouard, mais pour quel résultat? Nous devons. Pour quel résultat? Quand je suis le excuse-moi, quand je suis le développement de René Stéphane, je comprends parfaitement que c'est-à-dire le pouvoir que le président a donné en nommant son secrétaire général, ministre d'État, devait nous faire comprendre tout de suite déjà ce problème de gestion transversale. Et ça, nous ne pouvons pas l'enlever. C'est lui le président de la République. Non, mais c'est pas Edouard, le problème n'est pas là. Si tout ça marchait et fonctionnait, nous ne nous en plaignons pas. C'est là où c'est plutôt, c'est ça qu'il faut questionner. Absolument. Et là, c'est pour ça que je dis, je suis d'accord avec ce que Lucion dit. Pour dire aujourd'hui, Lucion, tu as pris l'exemple peut-être du truc de Covid par rapport à la question que Serge te pose. Et nous ne pouvons pas répondre ici. Le président de la République doit sentir, il a parlé, il vous a dit la technique de champion sur le projet. C'est le président de la République qui doit sentir les dossiers qui peuvent amener la population à se soulever. Vous avez dit Covid. Je veux vous dire, par exemple, Cannes. Moi, je veux vous dire Cannes. Et je veux vous dire
là, le bac qui vient de se passer, Voilà. nécessite aujourd'hui que le président... Non, on attend même. Parce que les parents attendent même d'abord la sortie du ministre. C'est ce que je dis. Le ministre je dis même au niveau du ministre, c'est petit. Donc, ça veut dire que le but d'un champion dans le projet, c'est d'anticiper et d'intégrer le futur comme une dimension du présent. Exactement. Et là, je suis d'accord avec lui. Donc, c'est lui qui doit sentir. Mais tu es d'accord avec nous tous, parce que là, nous sommes tous d'accord. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. C'est dans le principe, et je voudrais ici appeler donc l'expertise du professeur, c'est une manière de gouverner. Et cette manière de gouverner, nous devons le sentir. Parce que quand, et dans son développement, on peut lire les secrétaires généraux de la présidence de la République qui n'ont pas été ministres. Et à ce temps, vous sentez que le pouvoir de l'exécutif, le président de la République était fort. Voilà. Mais comprenons quand même, nous sommes des Bantous. J'ai terminé. Oui, on vous a compris. Docteur, vous terminez avant. On vous a compris. On s'est compris. Alors, vous savez, la première éducation même qu'il a fallu faire, c'est de préciser que le Conseil des ministres est une instance constitutionnelle. Oui. Et vous savez que, en réalité, entre autres prérogatives du président de la République, l'article 10 alinéa 1 dit il préside le Conseil. Donc ça veut dire que même la Constitution devait nous sauver en nous indiquant la périodicité de la tenue de ce Conseil. Et le Conseil, la Constitution ne l'a pas fait. Même l'instruction générale qui vient dire une tenue périodique ne nous sert toujours à rien. Donc moi je pense que l'option facultative reste l'élément fondamental qui permet donc aujourd'hui qu'on se questionne sur la tenue d'un tel conseil. Et son efficacité. Et surtout que, regardez aujourd'hui, il se pose deux maillons essentiels. C'est-à-dire que, vous avez d'un côté le Premier ministre qui est chargé justement de mettre en pratique la politique matérielle définie par le président de la République. Vous avez donc de l'autre côté, à côté de lui, c'est pourquoi tout à l'heure... L'homme de confiance du président. L'homme de confiance. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le ministre... Comment le PM peut se sentir dans cette situation? Non, écoutez, le PM doit se sentir comme le chef du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle j'indiquais que le ministre secrétaire général de la présidence de la République est un membre du gouvernement. Et ça, je le persiste à le dire, à la seule différence que... Non, un de vos camarades l'a nié sur ce plateau. J'étais sur ce plateau. Il a même dit qu'il venait de recevoir... C'était quoi? Zam? Non. C'est vous qui le dites. Vous étiez encore absent à ce moment-là. Donc vous comprenez que quand la Champions League est là maintenant, allez vous mettez plus comme il était qu'à terre. À la seule différence, je te laisse là. À la seule de ce que tu veux faire partie de la Champions League. C'est donc un membre du gouvernement, mais à la seule différence qu'il est rapproché au service de la présidence de la République. Vous savez que le secrétaire général, c'est le plus grand service de la présidence de la République. Tout à fait. Alors, quand vous voyez ce qui se passe, Serge, à l'autour, on se rend bien compte qu'il y a comme une gêne, tout simplement parce que le pouvoir du Premier ministre, surtout son pouvoir de proposition, semble être dilué. C'est la raison pour laquelle les ministres manquent de respect, ont des actes irrévérencieux vis-à-vis du Premier ministre. Mais le président Paul Biya était Premier ministre. Il sait. Et il connaît tous les rouages de cela. Et c'est la raison pour laquelle tous les ministres qui ont toujours eu des actes... Non, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'à l'époque, lorsqu'entre 1975 et 82, lorsque Paul Biya est Premier ministre, est-ce que, je vais le dire comme ça, est-ce qu'à côté, il y avait un secrétaire général fort? Non. Comme le cas actuel? Non. Est-ce qu'on peut prendre... Oui, à 75 déjà, oui. Il y avait fort. J'ai ajouté fort. Parce qu'il faut le reconnaître. Et bois. Je ne sais même pas si un secrétaire général a été aussi fort que lui. Je tiens d'abord ici à convoquer l'histoire pour vous dire que dans le cadre de celui qui devait gérer le pays, après, il n'était pas constitutionnel. Oui. C'était plutôt le ministre Ebois qui était prétendu. D'ailleurs, l'histoire de Madame Feu Irène vous dit clairement que pour elle, c'était Ebois, mais il est resté dans le cadre constitutionnel. Madame Germaine Aïdjo, vous voulez dire. Voilà, on va continuer, c'est promis. Madame, Monsieur, dans un instant, dans le 20h de JBB, Julien Berthe Bissaï, une page de pub.